Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, le nouvel épisode de Séquence. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission François Iter. François est un chargé de programme à France Télévisions. Nous avons entendu souvent son nom, nous, dans des discussions avec nos petits camarades scénaristes. Et aujourd'hui, il a accepté de venir passer presque 100 minutes avec nous pour nous expliquer son métier, sa relation avec les auteurs, avec les producteurs. Et ça, c'est dans quelques instants, juste après des petits audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir. Rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, j'ai la voix un petit peu enrouée, vous me le pardonnerez sur ce podcast, mais entre l'hiver et un ou deux concerts, j'ai plus de voix. Comment tu vas, Maxence ? Bah écoute, ça va plutôt bien, on se prépare pour de grandes choses, et toi ? Bah ouais, puisqu'on a pas mal de projets qui sont en cours et qui avancent très très bien. On continuera à vous en parler un peu au compte-gouttes, hein, on vous a un petit peu teasé ça dans les précédents épisodes. Vous dire et vous inviter bien évidemment à mettre 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de Séquence, que ça soit sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify. On est aussi sur Amazon Music. Vous avez une version vidéo sur YouTube qui ne vous apporte rien d'autre que d'admirer les magnifiques statuettes Muppet Show que j'ai mis derrière moi. Donc voilà. Également, vous dire que n'hésitez surtout de pas hésiter à en parler autour de vous. Si vous avez des amis scénaristes, producteurs, réalisateurs, directeurs de chaîne, c'est notre audience. Donc n'hésitez pas, ils seront bien accueillis chez nous au show malgré ce temps hivernal. Aujourd'hui, je suis ravi parce qu'on accueille quelqu'un dont on nous a énormément parlé. Je crois que à peu près la moitié de nos invités nous ont dit s'il y a une personne en chaîne à France Télévisions qu'il faut faire venir, c'est François Iter. Salut François. Salut les gars. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, je suis très très honoré de cette invitation et ma foi très surpris et touché de cette bonne presse qui me précède, dans un milieu où la mauvaise presse a cours. Donc c'est cool. Moi, les mots qu'on m'a dit, on m'a dit François, c'est quelqu'un d'ultra sympa. François, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Alors, c'est pas pour faire du lèche-bot parce que tu es avec nous aujourd'hui. Sinon, d'ailleurs, tu ne le serais pas, tout simplement. Nous n'invitons que des gens fort sympathiques. On nous a dit que tu étais quelqu'un qui était à l'écoute des auteurs, que tu avais aussi une propension à des fois défendre des projets qui étaient un petit peu hors normes, qui allaient titiller le genre. Donc voilà. Mais avant tout ça, je passe la main à Maxence pour une petite présentation courte et simple et on va voir si on s'est trompé ou pas dans ton parcours. Voilà, bonjour François. En tout cas, merci de ta présence, ça nous fait vraiment plaisir. Pour décrire un petit peu qui tu es, on l'a dit, tu es l'un des nombreux conseillers de programme de France TV, mais tu es aussi le vice-président du CEA.
tu commences en tant que lecteur et ensuite en tant que scénariste. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, pour que tout le monde soit sur la même ligne d'onde, c'est quoi un conseiller de programme? Alors, premier commentaire, en fait, je commence comme directeur du développement et directeur artistique, après être lecteur. Et conseiller de programme, je dirais que si vous avez déjà rencontré des personnes de chaîne ou avoir une discussion avec eux, je pense qu'il y a autant de personnes que de conseillers de programme et de pratiques. Et en fait, je pense que d'abord, un projet amène une écoute et une intervention spécifique, mais puisque vous me donnez l'occasion de m'exprimer, moi je vais vous dire comment je pense pratiquer mon boulot de conseiller de programme. Le premier boulot de conseiller de programme, c'est évidemment de comprendre une chaîne, sa ligne éditoriale et de répondre à ce qu'on appelle des besoins d'antenne qui, au fil du temps, forcément évoluent en fonction des cases qui nous sont attribuées. Je dirais des histoires en cours qui émergent, parce que je crois beaucoup à la contemporanéité des histoires. Vraiment, il y a un moment où on va recevoir la même thématique à propos de plusieurs sujets. C'est valable pour tous les fonds d'ailleurs d'aide des histoires. Je crois qu'il y a des préoccupations majeures qui se défendent. Donc, d'abord, c'est cette écoute-là. Le deuxième, c'est, je le dis de façon un petit peu, je ricane un peu, je suis un guichet, n'est-ce pas, messieurs? Donc, je suis un guichet derrière une espèce d'hygiaphone où on reçoit, comme mes camarades, des propositions de projets. Mais bien plus que ça, moi, c'est vrai que première tendance, c'est que je pense qu'on est une communauté de passionnés, de créateurs et de talents, et que une bonne partie de mon temps aussi, c'est rencontrer des gens. C'est-à-dire, c'est rencontrer les apprentis scénaristes qui nous écoutent. C'est de raconter des comédiens, des comédiennes, des auteurs, des réalisateurs, et de savoir un peu, hors contexte, parce que c'est là où je pense, et je pense que ça va vous parler, et vous dire, par exemple, Maxence et David, vous en êtes tout de votre désir aujourd'hui. Et pour l'entendre et trouver à un moment donné, je dirais, le juste alignement des choses pour se dire, bah, c'est peut-être le moment de se mettre en campagne, d'attaquer le versant de la montagne, de la mise en convention d'un projet. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que je pense que on a une maturité plus ou moins forte pour porter en soi la garantie de bonne fin d'un projet. Il y a beaucoup de projets dont on rêve, et peut-être ce sera le troisième projet qu'on fera, celui qui nous vient à l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais ça, je dirais que c'est dans le cadre de mon travail et aussi hors cadre. Par exemple, tu disais que tu étais vice-président du CEA, mais je suis aussi, je siège dans beaucoup de commissions d'aide, parce que je pars du principe qu'un organisme n'est vivant que si tu régénères son sang, et que tu as une obligation professionnelle, hein, d'entendre ce que sont les nouvelles voix, les nouvelles tendances, les nouvelles paroles. Le mot talent, je trouve ça compliqué, c'est un peu galvaudé, mais bref. Donc moi, par exemple, je suis notamment jury à la Fondation Lagardère depuis des années. Et j'ai pour habitude, que ce soit les nominés ou les lauréats, de les rencontrer pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, parce que la vie passée, professionnelle, que je n'oublie pas. Donc j'ai été producteur, enfin directeur du développement, producteur, auteur indépendant
et maintenant diffuseur, même si j'aime pas ce terme parce que ça m'évoque un peu le sapin vert qu'on met au resto de caisse. Et je pense que voilà, tout est une question de démarche, de chemin et de rencontre. Donc ça, le premier truc, c'est la rencontre. Et c'est comment on nous adresse un projet en tant que conseiller de programme. C'était ma question suivante, c'est effectivement quel était le cheminement pour venir jusqu'à toi. Le cheminement, il est très simple. C'est celui que vous avez emprunté. Vous envoyez un mail et puis on boit un café. C'est le premier. Alors là, il est très virtuel, mais on va essayer. Je crois qu'on se verra bientôt, Ouais, donc on va. santé, les gars. C'est ça. Santé, les gars. Mais le cheminement, il est assez simple, mais je comprends parce que c'est vrai que la rencontre, ce qui est terrible quand tu travailles pour une chaîne de télé, c'est que tu penses que rencontre et début d'intérêt vaut consentement. Et que c'est clair que chez les confrères, consoeurs, copains, copines, parfois il peut y avoir une fébrilité ou une crainte à recevoir et accueillir parce que, notamment, je dirais plus le fait des producteurs qui sont évidemment dans une démarche commerciale et qui sont chefs d'entreprise, que je peux comprendre, ça peut vouloir engagement. C'est-à-dire un peut-être, selon l'état du moment, peut vouloir dire un oui ferme. Donc, l'accès, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur le service public. Donc, le service public, par définition, et j'en sais quelque chose en tant que père Fouras de mon équipe, c'est que plus le temps a passé, plus on a des obligations envers le monde entier, à commencer par l'Arcom. Et c'est vrai qu'on a ce devoir que je trouve tout à fait vertueux, hein, d'exemplarité. Donc, soit vous voulez proposer un unitaire, et dans ce cas-là, ça se passe toujours via une boîte de prod, et c'est un envoi spontané, cher François, voilà, vous l'envoyez, et on va l'étudier, on a 2 mois pour ça, parce qu'on a des obligations syndicales. Ou vous avez ce qui s'appelle la charte de développement, qui est quelque chose qui a été signé avec les différents organismes professionnels et qui, à mon sens, n'a pas d'équivalent dans le métier. C'est-à-dire que je pense que les chaînes privées, mes cousins privés et tout, il n'y a pas du tout ça. Même mes cousins franco-allemands n'ont pas ça. Arte n'a pas ce système de charte qui fait que, en gros, vous venez, une team vient auteur-producteur constitué et auteur-producteur constitué, sachant que ce que je trouve très très vertueux dans ce comment dire dispositif, et vous l'avez peut-être vécu les gars, et si c'est le cas, j'en suis désolé pour vous, c'est-à-dire que en gros le scénario d'avant c'était ouais David Maxence, j'ai rendez-vous avec Iter lundi à 11h. T'as pas un truc pour que je lui en parle et tout. Vous êtes des geeks, on se reconnaît entre nous, vous dites génial, il y a peut-être une opportunité, j'ai entendu que le mec était sympa, il est ouvert à d'autres choses, ok, parle-lui de ça. Sauf que, juste, tellement à votre ambition et votre plaisir d'en être, vous n'avez pas signé de contrat. Et cette personne, comment dire, va raconter votre histoire non optionnée, non contractée, et va dire, non, François, c'est des aliens qui débarquent à Sucy-en-Brie. Je veux dire, sur France 2, difficile. ça va être compliqué. Et là, votre projet, il est cramé pour une antenne, alors que vous n'avez pas eu d'option, il n'y a pas eu d'encadrement et compagnie. Et c'est une pratique qui a existé assez longtemps et qui aujourd'hui... Je peux en témoigner, hein, complètement. Ouais. On en reçoit énormément des appels comme ça, effectivement, avec des je vois un tel, je vois un truc, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux, et effectivement, c'est très très courant. Et effectivement, le changement que vous avez fait chez France Télévisions était très impactant, parce que nous, la dernière série qui a été présentée en comité de lecture avait été effectivement optionnée par le producteur très très rapidement par rapport à ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est vrai que sans doute vous avez eu l'occasion de parler peut-être avec des auteurs. Tu sais, il y avait le truc sur Insta, parole de scénariste.
où c'est vrai que ça témoignait Ouais, c'est horrible. de comportements qui étaient absolument dégueulasses et qui jouaient vraiment de l'ambition et du désir furieux de voir ces écrits et ces histoires mises en image avec des abus à la clé absolument dégueulasses, quoi. Et, et donc, nous, on normalise ça. C'est un accord multipartite qui fait que vous deux, co-auteurs, partner in crime et tout, si vous voulez venir pitcher un projet, ce n'est qu'à la faveur d'un contrat d'auteur signé, adressé à la chaîne, et qui fait que vous ne serez pas floué, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. On a des pitchs, et je trouve que la valeur d'un pitch est vraiment intéressante. C'est-à-dire que on voit très clairement, à force d'en faire, maintenant, je sais pas, moi, on en a chacun des centaines à notre actif. Un projet de série, c'est un projet, mais c'est surtout un collectif de talents et de compétences qui vont permettre à, je dirais, un rêve d'histoire, un rêve de rendez-vous, d'atteindre son absolu dans le relatif qu'impose la télé. Moi, je dis souvent, en fait, en télé, on devrait tous se faire tatouer bras gauche, tu n'auras pas le temps, bras droit, tu n'auras pas l'argent. La question, c'est que partant de là, qu'est-ce que tu fais, en fait? Et que, mine de rien, comme un jeu de rôle, dans un message à caractère informatif pourrave, tu te dis, tu vois si l'auteur, les auteurs et le producteur font front, puisqu'on sait qu'un développement, je parle de série, c'est une traversée, c'est une histoire commune. Il y aura des moments pleins, il y aura des moments creux, il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'exaltation. Et puisque je vais donner la palissade, écrire, c'est réécrire et c'est refaire, pour obtenir et garantir l'ambition qu'on porte à un projet, il va falloir faire front, quoi. Et c'est là où la notion de partenariat, elle est fondamentale. Et mine de rien, pendant cet échange, on peut avoir des indices de ça. Jamais de certitude. Le premier truc qui est vraiment important et je pense qui est quelque chose surtout pour notre jeune audience qui nous écoutera et qui, j'espère, à ce stade de 16 minutes, est pas mort d'ennui, c'est qu'il y a une inégalité manifeste devant l'oralité, quoi. Il y a des gens qui sont des pitchers de malades. Il y a des gens qui sont trop contents d'être en chaîne enfin et qui se transforment en flaques tellement ils ont la gorge sèche et qui sont, comment dire, pétrifiés. Et comme j'ai coutume de dire, parce que je fais partie des mecs assez insupportables qui rient à leurs propres blagues, certaines. Comme on dit en psychothérapie, c'est votre moment. Donc on en fait ce qu'on veut, en fait. Et que la base de la base, c'est qu'un pitch, on est là pour partager une histoire. Et on est là pour partager des émotions. Et que le paradoxe du conseiller à ce moment-là, c'est d'être dans la même personne, le plus aimable des contradicteurs, pour poser des questions qui tendent à préciser ou mettre en lumière ce qui peut être une faiblesse, une carence, peut-être une erreur de jugement. Par exemple, il peut arriver qu'on entend une histoire et un projet de série, et qu'une fois le récit terminé, on se dit, mais tu crois pas qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu me parles de cette personne comme héroïne, alors que c'est cette autre qui a la révolution de conflit la plus forte. Et tout d'un coup, il y a ce truc de l'oralité sur lequel je reviendrai ensuite, qui me paraît très importante, surtout dans notre métier. Et je pense que c'est un truc qui m'émeut beaucoup à titre de personne, c'est que au début du récit était la parole, et qu'on a beau faire des scénarios, on a beau faire des séries
on n'échappe pas à cette tradition orale qui a cette vertu fondamentale et qui peut avoir un impact sur le développement considérable. Comme vous le remarquez à ce stade, je parle pas mal et on y reviendra parce que c'est quelque chose qui, dans le processus de développement, moi, qui est quelque chose sur lequel j'insiste, l'oralité, qui vaut autant que l'écrit pour moi. Donc, il y a ces pitchs. Être conseiller de programme, c'est recevoir un projet, évaluer ça. Une équation, je dirais, autant de contenu qu'humaine. C'est important. Je rappelle que quand même, on va passer, si comment dire, on contracte une convention de développement et si on va au bout, l'équivalent de 2 ans ensemble, peut-être. C'est ça, ouais, il faut s'apprécier, quoi. Je dirais que s'apprécier au sens, oui, mais c'est très juste ce que tu dis. Parce que je trouve que dans le terme d'apprécier, il y a apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire qui fait quoi, qui a la responsabilité de quelque chose. Et pour moi, c'est vrai que peut-être ça vient de mon background et de la réalité d'auteur que je connais et que je sais ce que c'est d'être face à une feuille blanche, de ne pas y arriver. Et ça m'est arrivé avec mon compagnon et co-auteur historique. Il y a un moment, on était les mecs les plus drôles du PAF. Je dis ça, vous ne le verrez nulle part puisque la série a eu un pilote, il n'y a pas eu de suite. Et que on doit rendre une version, c'est le week-end. Je rappelle que j'ai aussi la considération que celui qui ne prend jamais de vacances, c'est toujours l'auteur. Je le rappelle, ce n'est pas normal. Chacun doit se reposer pour être au maximum de son talent et de son ressenti. Et petite incise. Et que c'est difficile de trouver la force de l'inspiration. Mais c'est du travail. Et donc, comment dire, la valeur de speech, il faut pas l'oublier. Je pense que beaucoup de jeunes scénaristes ou apprentis, et même des plus confirmés, oublient que c'est des chefs d'entreprise de leur propre expression. Et que il s'agit, et ce n'est pas se pervertir ni se compromettre, de conclure une vente. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu français très souvent que l'argent c'est sale et le commerce c'est douteux. Mais que je sache, nous sommes sur un marché. Donc il faut avoir les règles du marché. Et très souvent au CEA, tu le rappelais, moi je donne des cours en formation continue et j'ai cette espèce de néologisme où je parle de marketing sincère. Pour moi, le marketing sincère, dès lors qu'on est convaincu par un projet, qu'est-ce qui m'interdit d'avoir les règles du commerce élémentaire? Qu'est-ce qui m'interdit d'avoir un titre qui pète, une baseline qui arrache, une iconographie qui est déjà une plongée dans quelque chose et qui offre déjà, je dirais, le voyage émotionnel de 2 ou 3 soirées qu'on va offrir à notre public. Donc ça, la valeur du pitch, c'est donc cette valeur et cette condition de coïncidence absolue, d'aimable contradiction pour être à l'arrivée le plus fervent défenseur d'un projet qui nous est adressé. Parce qu'il y a une chose, donc on est 2 conseillers, on est un peu les témoins de Jéhovah de votre création. Oui, parce que ça marche par binôme, il faut le préciser. Absolument, absolument. Ça marche par binôme toujours. Je dirais qu'il y a un truc qui me fait rire, mais qui prouve que vraiment la force politique des producteurs est efficiente, c'est que ce sont les producteurs qui peuvent choisir leurs propres conseillers, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je rappelle qu'on est supposé être les clients, mais ma foi, pourquoi pas? Et donc, c'est par 2, parce que je pense que personne ne tient et ne détient la vérité fictionnelle dans la vie. Et que je trouve intéressant d'avoir à l'endroit d'un projet, et en plus, je dirais sur des projets qui peuvent être un petit peu plus bord cadre par rapport à une ligne éditoriale traditionnelle, d'avoir l'expression des sensibilités différentes sur un projet qui pourrait être clivant parce qu'il est différent,
clivant parce qu'il est genré. Voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais j'insiste vraiment pour les jeunes scénaristes de dire que, mesdames, messieurs, avoir les règles du démarchage, comment dire, du commerce proprement dit, c'est pas vous avilir et c'est pas vous compromettre. C'est, je pense, un exercice qui permet à un moment donné de trouver les meilleurs mots pour faire synthèse de votre ambition. Et je pense que ça, c'est fondamental. À ce stade-là, il y a un truc que j'aimerais préciser, c'est que c'est vrai que si je parle, et évidemment, je suis conseiller à France Télévisions, mais je pense que l'intérêt, c'est de parler de sa propre expérience et de sa propre démarche, parce que, je le redis, il y a autant de conseillers qu'il y a de pratiques. Moi, il y a un truc qui est fondamental depuis à peu près, je dirais, 8 ou 9 ans, 10 ans peut-être. C'est que je suis obsédé par l'idée de projet. C'est-à-dire que pour moi, une bonne série, et je vais principalement parler de série, on se parlera d'unitaire si vous voulez, parce que finalement, dans la filmographie que j'ai accompagnée, on m'a demandé récemment, je pense qu'à ce jour, j'ai dû accompagner 650 heures de programme pour France Télé, qui est assez considérable. Et tout genre confondu, vraiment. J'ai un seul échec personnel que je vis comme tel, c'est que j'ai jamais réussi à imposer ou accompagner des 26 minutes, bien que j'ai fait des pilotes de ça. Et je crois que j'ai été le seul dans la boîte. Mais c'est de dire que, donc, cette notion de projet. Et qu'un projet, c'est comment dire, c'est évidemment un concept, c'est évidemment un univers, c'est évidemment une ambition qui est autant narrative qu'esthétique. Là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, le monde tremble de ça. Notre monde, je dirais que là, on a des putains de problèmes de budget. Et je pense que, moi, je crois que la liberté, ça a toujours été un apprentissage des contraintes. C'est-à-dire que moins on a de fric, je pense que plus on est responsable de savoir exactement ce qu'on veut dire, ce qu'on veut raconter, sur quoi la caméra et le cadre vont faire le focus, quels vont être les lieux signifiants, quels vont être, je dirais, les lieux de partage, les lieux de confidence, les lieux de conflit. Et je trouve ça assez exaltant dans notre métier à tous. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que un projet qui définit d'emblée ses ambitions formelles, je trouve ça passionnant, vraiment passionnant. Et je crois que, avant de vous avoir, je parlais avec un producteur, je crois de plus en plus, compte tenu de l'évolution de la technique, l'évolution des moyens de tournage, des moyens de trucage, j'ai encore aucune idée formalisée sur l'intelligence artificielle. Donc, si vous aviez prévu de m'interroger là-dessus, ce sera pas le bon moment. J'ai pas encore assez réfléchi. Work in progress. Non, mais c'est surtout que je trouve qu'il faut savoir un peu de quoi on parle et pas être un commentateur, il faut le mettre en action, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment des trucs que j'ai ressentis très fort. Je dirais le départ de ça, c'est sans doute pour moi un fait majeur dans les projets que j'accompagne. C'est la quasi-coïncidence de développement entre Zone Blanche et Philharmonia. Zone Blanche, il faut savoir, alors à cette époque, le pitch n'existait pas. Et par contre, il y a une envie de faire évoluer l'offre éditoriale. Et moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit qu'on n'a jamais fait encore, c'est le western. Je rappelle que ontologiquement, le western interroge la loi et le territoire. Et que ce désir-là, il est partagé par Vincent Moulouquet chez Ego.
Et que mine de rien, à l'appui des 2 premiers épisodes brillamment dialogués par Mathieu Missoff, on fait un casting de réal où on demande à 10 personnes des dossiers artistiques. Et on les choisit là-dessus, comme une compète en pub, en fait. Et je pense que, pour en revenir à aujourd'hui, ici, maintenant, c'est vrai que cette dynamique de projet de qu'est-ce que ça peut, générer formellement, narrativement, en quoi on va réinvestir un territoire, donner une nouvelle identité, un nouveau visage à une région, à une ville. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les éléments? Moi, je crois beaucoup à cette portée émotionnelle chez le public, à l'arrivée. Je crois qu'il la reçoit et c'est à l'arrivée comme dans tout bon travail. Un bon travail, c'est celui dont on ne voit pas les coutures. Il y a du travail partout, mais on ne voit pas. Donc, on est au pitch. Et ensuite, moi, je suis l'ambassadeur avec mon copain, ma copine, et il s'avère que moi, j'adore vendre, en fait. Je trouve que c'est une belle et grande responsabilité que d'être investi de représenter un projet. Mais c'est flippant, hein. Faut être. Ouais, je comprends, ouais, complètement. Ça permet d'embrayer peut-être sur effectivement sur les cases qu'il y a à France Télévisions, et puis effectivement peut-être le curseur de projets borderline, parce que je pense que si une série policière, tu dis bon, naturellement il y a des cases qui sont dédiées, mais qu'est-ce que vous autorisez, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas, j'ai réussi à bien faire ma phrase, chez France TV du coup? Écoute, c'est une question qui est très très large et compliquée à comment dire. Il est compliqué d'y répondre. Moi, je dirais que avant de s'autoriser ou ne pas s'autoriser, il y a 2 choses qui me paraissent importantes de rappeler sur France Télé. Et alors, manque de bol, moi, je ne travaille quasiment exclusivement que pour France 2, en fait, dans les projets que j'accompagne. Donc, je serais malvenu à commenter ce qui se fait sur France 3, que je connais moins et que je maîtrise moins, et que les copains et copines de l'équipe font extrêmement bien. J'irai pas sur ce terrain-là, si vous m'y autorisez. Bien sûr. Tout à fait. Moi, je préfère parler de ce que je connais, de ce que je pratique, avec plus ou moins de bonheur, et puis parfois des vrais accidents, hein, parce que j'en ai eu, des accidents de diffusion. Je dirais que la première des choses sur France Télé qui me paraît importante et qui pour moi se distingue sans doute des autres chaînes, c'est que sur France Télévisions, j'ai coutume de dire qu'on raconte des destins et pas des vies. Il y a peu de place pour la fiction du réel, et encore, vous pourrez m'objecter Jean-Xavier de Lestrade, mais qui pour moi est presque une principauté d'expression au sein de notre propre chaîne. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent à Jean-Xavier de Lestrade. Il y a un créateur que je connais bien aujourd'hui pour l'avoir accompagné, et ça fait référence justement à ces liens de fidélité historique qui est Hakim Isker, qui je trouve est en train de tracer un sillon d'expression engagée et personnelle tout à fait intéressante et tout à fait pertinente, et je suis à cet égard très fier de lui, vraiment. Mais on va raconter des destins parce que chez France Télé, on croit à la force du romanesque. Et ce que je pense, c'est que quand vous dites borderline et compagnie, c'est que je crois à la... Il y a ce néologisme, c'est assez moche, anglais, cet anglicisme qu'est le global. Et moi, j'y crois à mort. C'est-à-dire que je crois que chaque créateur qui s'adresse à nous avec une volonté, je dirais, de faire un pas de côté, s'il n'y a pas le potentiel d'une universalité dans le propos, ça ne marchera pas. Et je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, toute proportion gardée, hein, on fait de la télé grand public, et d'ailleurs, c'est assez difficile d'agréger un public dont certains ne nous regardent plus, avec aujourd'hui
dans ce nouveau mandat de Delphine Ernotte, la primeur donnée au comment dire, au non linéaire et au Et dont on a vu le succès avec Surface, qui est un énorme carton. Ouais. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est génial d'ailleurs, parce que je pense que la fiction française, toute catégorie a besoin de succès. Mais je dirais que sur la fiction de France Télé, il y a 2 valeurs clés qui sont le féminin et le romanesque. Et le romanesque, c'est intéressant de le questionner parce que je trouve que ça renvoie à une forme de difficulté française à embrasser le sentiment. Et que très souvent, alors qu'on le salue chez nos voisins anglais, américains, nordiques, j'ai l'impression que, alors c'est un peu moins le cas, mais qu'il y a une espèce de crainte de la fatalité de la mièvrerie dès lors qu'on se dit pour moi, une fiction, elle doit me faire battre le cœur plus vite, quoi. Et que je crois aujourd'hui, surtout dans les temps durs que nous traversons toutes et tous, et dans la fonction de mise en scène et de réenchantement du monde, que si on n'a pas cette garantie de voyage émotionnel, je pense que on est mal. Et moi, je crois que c'est une responsabilité qui doit être partagée par nous tous. Donc, je dirais que plus on se pique, où on a l'ambition d'être différent, plus faut avoir des rassurances. Alors attention, hein, quand je dis rassurance, je renvoie pas à la tarte à la crème, pas d'audace, les diffuseurs sont frileux et compagnie. Non, 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 pas du tout. Je dirais rassurance qu'on a au-delà d'une histoire, on a une portée humaine et un bénéfice émotionnel très, très, très large. Et ça, c'est important. Et je pense que votre projet marqué est pensé comme tel. C'est-à-dire que on pourrait s'arrêter au phénomène. Non. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans une pièce à table. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Et voilà. Et je pense que voilà, les projets différents, d'abord, ils ont une ambition. Et je pense que plus un projet se donne l'ambition d'être différent, plus il doit se définir comme projet. C'est-à-dire, quelle est l'histoire? Quel est le sujet, évidemment? Et la question du sujet, de la fameuse thématique dramatique, pour moi, est centrale. Elle est centrale dans la proposition d'une série. C'est-à-dire que très souvent, alors moi, je suis un peu pénible, je déteste le terme arène, ça me saoule. Enfin, si vous me parlez d'arène, pourquoi il n'y a pas de conflit dans votre histoire dans ce cas-là? Parce que jusqu'à preuve du contraire, une arène, on se frite. On s'affronte, ouais. Oui. On s'affronte, et puis il peut y avoir du sang, il peut y avoir de la mort. Les enjeux doivent être très élevés. Mais je pense que c'est vrai que très souvent, il y a la confusion répétée entre une situation, un environnement et une thématique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je pense, parce que ça me revient en tête, elle est vieille maintenant, cette série, cette ref. Mais rappelons-nous de la série State of Play, ok? Vous vous souvenez? Moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Rappelle-moi. Il y a eu un film ensuite entre Russell Crowe. En fait, c'est une série sur la mort accidentelle, le suicide et finalement la mort criminelle d'une jeune femme. Et ça se passe entre les milieux politiques d'un député, je crois, conservateur britannique et une rédaction d'un journal engagé où il y a les 2 acteurs absolument sublimes qui sont John Sim et Bill Nighy. Et en fait, on pourrait dire que, en gros, le sujet, c'est les rapports entre la politique et le monde de la presse. Le créateur dit, non, moi, mon sujet, c'est l'amitié. Et c'est la force des liens, de ce que tu te racontes sur une amitié passée qui n'existe plus.
et ce que tu peux faire de lien de loyauté hérité d'une amitié que tu pervertis ou que tu trahis. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui va irriguer nos séquences parce que la question de la thématique dramatique, pour moi, qui est centrale, je parle dans les sujets différents, c'est que c'est celle qui va nous dire cette série est envers et contre tout celle de David et Maxence. L'interrogation quasi philosophique qui pose est celle-là. Alors, évidemment, là, j'emploie des grands mots et peut-être ça paraît un peu, je parais péroré, mais je pense que moi, je crois aux séries d'auteurs populaires et je pense qu'il y a un propos. Ouais. Je te coupe, mais t'as complètement raison parce qu'on en discutait avec des invités récemment dans le podcast sur le fait d'arriver à mettre de soi dans la série. En fait, des fois, on a tendance, enfin moi je le constate un peu, j'ai mes petits camarades, mais nous avec Maxence, il y a plein de fois on se remet en cause là-dessus. C'est que tu peux faire un projet de série, le concept est top, mais à partir de quel moment tu arrives à initier à l'intérieur quelque chose qui te prend tellement au trip toi qu'effectivement c'est ça qui va être transmis des fois, je trouve, presque plus que le concept, c'est ce que les tripes et le lien que tu as avec cette histoire. Moi, je pense que j'ai pas fini ma phrase. Ouais, pardon. Ah, non, c'est moi qui ne finis jamais mes phrases, mais ça c'est Ouais, mais ça, c'est ma mon ritournelle. grand frère. C'est mon grand frère, j'ai l'habitude. Bon, ça va. Écoute, je pense que c'est là où je pense que c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça, pour moi, ça éclaire la collaboration. C'est-à-dire que je redis et je le dis sincèrement et voilà. Et pour moi, il y a un pacte presque tacite sur des créations de séries qui m'importe énormément, au-delà de l'aboutissement de la série. C'est de se dire, quand on signe un développement, on se situe à un certain niveau de pratique, d'expertise, d'affirmation. Et pour moi, un développement réussi, c'est le sentiment d'avoir grandi collectivement et d'être meilleur. Et que, justement, la vertu du partenariat va être à l'endroit de vous deux, par exemple, qui avez un sujet très personnel, de continuer à y mettre du personnel et en même temps d'avoir des débats et des remarques contradictoires, bienveillantes, progressistes pour vous dégager un peu de vous-même pour aller au-delà de vous-même. Et c'est la condition. Et on ne peut pas le faire tout seul. Alors, être un duo fraternel l'aide, c'est clair. Mais on a tendance à se réaffirmer ce pourquoi on fait les choses. Je dirais dans l'esprit. Mais dans le déploiement, c'est compliqué. Et c'est là où je crois fondamentalement, et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'avoir eu plusieurs expériences, c'est que vraiment, je reconnais la noblesse du travail de chacun. On est chef d'entreprise de son expression. On est animateur, chef d'orchestre en tant que producteur. On est accoucheur de projets en chaîne. Et c'est ça le taf. Et qu'il y a un moment, il faut que le bébé se présente bien, mais parce qu'il a bien grandi, quoi. Et que le boulot du conseiller, pour moi, c'est discuter sur ce qui fait la force intrinsèque du projet, son cœur battant dont on ne touchera jamais, et que obtenir et tenir cette garantie tout du long. Et moi, je trouve que il y a un truc que je trouve assez beau et peut-être vous me trouverez trop sentimental, mais il y a 2 principes éprouvés au fil des collaborations que je trouve formidables, mais vraiment. Il y en a un que je trouve formidable parce qu'il met presque les créateurs, comment dire, ça s'adresse presque à leur insu. Je m'explique. Le créateur et les créateurs fixent toujours leur standard de qualité. Toujours. Tu lis un texte, pourquoi cette scène est moyenne alors que l'autre est excellente? Dès lors qu'elle est excellente, ça veut dire que vous pouvez être excellent partout, en fait. Donc, comment on mobilise les moyens pour arriver à ce niveau de qualité? Et ça, encore une fois, c'est l'ambition première qui va dire « Mais non, en fait, cette scène, elle est utilitariste. Il faut pas la prendre comme ça. Elle va pas faire avancer l'action. »
ou alors on se permet que ce soit une scène un petit peu à côté parce que on a besoin de cette ventilation émotionnelle. D'ailleurs, c'est un truc, moi, que je fais maintenant beaucoup sur les projets, parce qu'il faut savoir quand même, et l'audience le saura, que développer et être au plus près des textes pendant 2 ans fait que, évidemment, je connais par cœur tous les textes des projets que j'accompagne. Mais maintenant, je me suis fixé une nouvelle lecture, en fait, qui n'est pas une lecture dramaturgique, qui est une lecture émotionnelle. Et les gars, je pense que ça va vous intéresser. En fait, tu lis le projet, tu lis ton texte, et dans la colonne de gauche, à chaque scène, tu mets l'émotion dominante que te procure cette scène. Très bon Est-ce que conseil. c'est du rire? Est-ce que c'est des pleurs? Est-ce que c'est du frisson? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est du désespoir? Est-ce que c'est du courage? Et tout d'un coup, tu as une lecture organique et humaine de ce que tu lis. C'est très intéressant à faire. Honnêtement, c'est pas mal. Deuxième principe qui est génial sur la vérité, le premier, c'est que l'auteur fixe son standard de qualité. Et je trouve que c'est quelque chose de valorisant qu'il vaut rappeler parce que les gens, comment dire, n'estiment pas assez, je pense, quand on a des auteurs et des autrices dédiés à leur projet, que c'est quelque chose qui coûte. C'est pas toujours quelque chose de cool. C'est quelque chose qui donne de l'effort. Je pense que la sacralisation de l'écrit en France, largement héritée du fait qu'on est le pays de la nouvelle vague, considère le geste scénaristique comme un espèce de truc qui tombait du ciel. En fait, c'est un geste un peu magique. T'as la grâce, t'as pas la grâce. Et, Les Harry Potter du clavier, quoi. Exactement, plus l'idée, et je ne l'ai pas rencontré encore, que l'auteur total existe. C'est-à-dire le concepteur, celle ou celui qui fourmille l'idée, le structureur plombier, architecte ébéniste, celui qui caractérise à mort les personnages dans leur complexité, celui qui a un punchliner de malade et compagnie, dans la même personne, moi, je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré des gens très très doués pour des trucs, avec un truc très intéressant sur l'écriture, c'est que selon que des créateurs ont lead ou pas sur une écriture, là où ils s'avéraient être, comment dire, des excellents dialoguistes sur un projet, ils peuvent s'avérer être des excellentes structureuses sur d'autres. Parce qu'il y a un principe aussi hérité, moi, de mon expérience, c'est qu'on ne sera jamais l'homme et la femme d'un seul projet. Ça, c'est faux, quoi. Ou alors, on n'a pas de créativité. Ou alors, dans ce cas-là, on est mercenaire et prestataire d'histoire. Je parle encore une fois sur la continuité de c'est quoi une série d'auteurs. Deuxième principe, après le standard de qualité, ce que je trouve génial dans un développement, et vous, je pense que vous l'avez vécu, les gars, parce que vous êtes trop passionnés pour être passés à côté, c'est que quand tu travailles assidûment et avec une sincérité et un total sur un projet, tout d'un coup, la vérité du projet s'impose à toi. Et le projet te dit, mais c'est vrai, c'est presque magique, te dit, non, t'es pas dedans, en fait. Si on est sur la ligne de cohérence de ce qu'on raconte, c'est hors sujet, ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et puisque écrire, c'est réécrire, mais réécrire, c'est aussi faire des deuils difficiles, eh ben, faut le valoriser pour faire les meilleurs choix. Et ce qui est valable pour l'écriture, ce qui est très intéressant, c'est que dans la pratique du conseiller, donc on développe un projet, on le rend, comment dire, économiquement responsable. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux, comment dire, vivre, à mon avis, en termes de créativité, la contrainte budgétaire comme une possibilité d'être au plus près de son propos. Si on le vit pas comme tel, on est toujours, comment dire, renvoyé à une amputation, Ouais, c'est ça, exactement. un deuil. Et je pense qu'il faut faire du judo de toutes ces circonstances. Sinon, on n'y arrive pas. Et sinon, autant aller se balader et faire autre chose. Tu parlais tout à l'heure justement de ce que tu considérais être un échec personnel autour du 26 minutes. J'aurais bien aimé qu'on retourne un petit peu et que tu nous expliques en quoi le 26 minutes et peut-être, si c'est ce que tu implicitais en tout cas,
Plus difficile à mettre à l'antenne. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que le 26 minutes, le truc, c'est qu'il y a pas de culture à proprement dit de 26 minutes en France. Il y a très peu de gens qui savent les écrire. Et en même temps, aujourd'hui, il y a quand même des projets assez exceptionnels qui sortent, mais qui vont être sur OCS, qui étaient sur Canal. Et encore une fois, dans 26 minutes, il peut y avoir euh, évidemment de la sitcom. Alors, sitcom, single caméra, décor, tout ce que tu veux. La difficulté comment dire, de l'écriture de 26, et encore une fois, je ne parle que depuis mon balcon, qui est celui d'une chaîne historique, linéaire, qui aujourd'hui va mettre le délinéaire en premier. Ce qui fait que je pense que les contraintes que j'ai pu éprouver n'existeraient plus aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il s'agissait de se dire, un 26 minutes, c'était une question de programmation, en fait. Moi, j'ai développé des 26, il y a eu des pilotes. Je pense que, si je me souviens bien, la programmation de l'époque envisageait pour ne pas casser, comment dire, une grille de 1h30 ou de 2 fois 52 minutes, de passer 4 26 minutes à la suite. Je pose cette question, qui regarde en linéaire 4 26 minutes à la suite? Ouais. Bah, pas moi, en fait. Mm. Je pense que pour avoir une assiduité, à mon avis, optimale, ça me paraît difficile. Maintenant, très clairement, il faudrait se reparler dans 1 an et demi, pour voir ce que ce format permet, sachant que, quelque part, il s'est désitcomisé pour se dramatiser, en fait. Moi, je dois dire que ces dernières années, le 30 minutes qui m'avait le plus impressionné en termes de pêche et tout, alors étranger, c'était Your Honor israélien 30 minutes. Ouais. Un truc avec une âpreté, une dynamique, un truc de malade. Ça, je trouve ça intéressant. Sachant que je pense qu'il y a aussi ce truc qui n'a pas été encore expérimenté, je suis désolé de faire un pas de côté, c'est qu'on n'a pas encore fait, en tout cas pour nous sur France Télé, je parle évidemment de l'espace dans lequel je travaille, de 42 ou de 45 minutes. Ce qui est une écriture spécifique, et que notre exception culturelle fait que le 26 minutes tel qu'il a été considéré et tel qu'il est né, c'est quand même le fruit d'un contexte, d'une culture, d'un besoin publicitaire, et c'est un programme d'avant-soirée. Ça n'a jamais été... En fait, tu commences à 21h, t'en fais un, et ensuite tu as du 52. Et quelque part, plus tu avances dans la soirée, plus traditionnellement, tu mettais du tabasco dans ton plat, quoi. Et ça piquait, c'était épicé, c'était plus, comment dire, edgy, c'était plus saignant, irrévérencieux. Voilà. Mais je pense que c'est une super question sur laquelle il va falloir se pencher plus tard. Mais effectivement, c'est une question de programmation. Ça, c'est vrai. On parlait de l'étape où vous êtes 2 conseillers de programme, vous recevez le producteur et le ou les ou la ou le scénariste. Ouais. Vous êtes donc en commission, vous êtes tous réunis. Je crois que c'est une fois Ouais. par semaine, c'est ça? Vous réunissez tous? Ouais, tous les vendredis matins. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire rentrer dans l'intimité, sans divulgacher tout, mais ça se passe comment? Vous êtes combien? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des projets qui sont Ça dure 3 heures. Ça dure 3 heures. C'est un mix entre une réunion de service où parfois il y a quand même une actualité brûlante dont il faut parler, et il y a le passage en revue par les différents conseillers. On est entre 8 et 10, direction comprise, la direction s'entendant par Anne Holmes, encore directrice des programmes et directrice de la fiction, et Emmanuel Garcia qui est directeur de la fiction. Et donc, chacun passe en revue et pitch les projets qu'il a reçus. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je continue et je suis obsédé par les règles presque de la vente traditionnelle. C'est-à-dire que
tu as raison de rappeler, quand tu dis on fixe notre bébé, on confie notre bébé à quelqu'un, c'est que pour moi, ce qui est fondamental dans l'échange qu'on a eu au pitch, c'est que c'est vous qui allez définir les lignes force. C'est ça. C'est vous qui allez dire voilà ce qu'on veut mettre en avant. Et c'est là où on est vos ambassadeurs. Et c'est le fruit de ce dialogue qui va orienter le fait en disant mais David et Maxence, est-ce que c'est pas plutôt ça que vous voulez dire? Ah ouais, t'as raison. Ou alors non, c'est pas du tout ça en fait, François. Mais troisième voie, peut-être si c'était pas assez clair pour ça, tu pensais que. Et moi, je dis très souvent qu'on a entre 3 et 5 minutes pour convaincre. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que si tu te mets à te justifier et compagnie, s'il n'y a pas de clarté, voilà. Vous aurez remarqué à ce stade que moi, je suis assez passionné, j'aime parler, et comme toi, j'adore pitcher. J'adore vendre. Vraiment, je trouve que, mais j'adore vendre en connaissance de cause et en étant, je te dis, c'est une grande responsabilité pour moi. Je prends vraiment à cœur. Et dans la vie, je préfère avoir des responsabilités que pas du tout. Mais encore faut-il ensuite bien les incarner. Et voilà, et ça se passe comme ça. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de convaincre tes collègues de lire. Et parce que aujourd'hui, la force des engagements est telle qu'il faut être convaincant pour passer le barrage. Ouais, Et complètement. ensuite, ça remonte. C'est-à-dire, ça allume jusqu'à Anne et on défend les projets. On défend les projets comme ça. Est-ce je que des sais fois que par est-ce que des fois vous écharpez? Est-ce que c'est ou est-ce que ça reste entre gentleman et gentlewoman, tu vois? Ou est-ce que des fois il y en a un qui dit mais attendez, ou une qui dit mais attendez, là vous voyez pas le truc, c'est extraordinaire, qui part avec fracas en faisant bien évidemment une roulade juste derrière. ça m'est arrivé, moi. Ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé je suis ce qui s'appelle un faux calme. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire, bah, je comprends pas, en fait. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Toi, tu as cette sensibilité, toi, tu as telle autre, toi, tu as dernière. Vous êtes 3 sensibilités différentes. Et là, il s'agit d'avoir un retour sur un projet. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à la même sensation et au même bénéfice. Pour autant, c'était sur une comédie. Et je dis, alors, je ne comprends plus. Donc en fait, tout le monde rit. Et puis finalement, on n'y va pas. Ah bah voilà, bah, j'ai eu gain de cause. Je n'ai pas toujours gain de cause. Hein. Mais en disant, je ne comprends plus. En fait, il y a des choses, il y a un moment donné c'est comme si tu me disais un thriller poisseux ou délicat, bah, j'ai eu peur, bah, Ouais, c'est exact. super, génial. Tu me dis, ah bah non, je sais pas trop. Et là, un truc où tu rire à la lecture d'un dossier, Ce qui est le plus dur, oui, complètement. c'est extrêmement C'est extrêmement difficile. dur. Donc les débats sont. Moi, je pense j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a des gens convaincus, qui bossent, qui défendent. Alors, on n'est pas d'accord et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais il y a du débat. Et je trouve que c'est quand même une forme de garantie pour l'extérieur. Pour les prods, pour les auteurs, pour les réals. Moi, je trouve ça bien. Hein. Je trouve que ensuite, il faut que le débat soit porteur, amène quelque chose. Et parfois, bon, bah, c'est vrai qu'il y a d'autres lectures, ça passe à l'as assez vite parce que le projet soit est tombé à côté et soit, pareil, je reviens au truc du pitch où tu as des vendeurs d'aspirateurs et de tapis absolument magnifiques, mais dans le projet, il n'y a que dalle, malheureusement. Et que là où tu as rêvé quelque chose, bah, c'est super déceptif, quoi. Ça peut arriver. Voilà. Donc, si tu veux, on convainc. Et puis ensuite, bah, vient le temps du développement où un développement, bah, on essaye de faire. Il y a cette charte de développement. C'est vrai, avec l'idée quand même que, en fait, elle est en 2 volets. En général, cette fameuse charte fait que tu commandes un pilote dialogué
et des arches, plus une étude de faisabilité très souvent pour répondre à la réalité financière de fabrication d'une prod, parce que très souvent aujourd'hui, les finances étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est génial, tu rêves un projet, tu peux pas le financer à l'arrivée. C'est ce qui s'est passé pour des projets historiques et je le déplore vraiment parce que j'adore le genre historique et je pense qu'il y a une excellence française dans l'historique qui correspond pour moi aussi, peut-être, mais c'est une analyse personnelle que je vous livre et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'on est assez bon. Alors, on est très bon en historique. Je pense il y a une culture et une tradition fantastique dans laquelle vous vous inscrivez, ou dystopique, mais qu'il y a quand même une grande difficulté en série, je parle pas sur les unitaires, à parler de l'ici et maintenant. Très compliqué. Très souvent, il y a une espèce de force du cinéma vérité, à mon avis, qui continue, qui fait qu'on a du mal à distancier la chose et à décoller d'un objet documentaire pour en faire quelque chose de fictionnel. Parce que pour moi, la fiction, c'est l'amplitude. Et très souvent, on a peu de recul sur les choses. Par contre, en histoire, la chambre d'écho entre passé et présent crée une résonance tout à fait pertinente que certains projets embrassent pleinement et ça les rend vraiment intéressants. C'est encore plus pertinent parce que comme l'histoire est très cyclique en fait, quand on est passionné d'histoire, on se rend compte que ce sont des cycles qui reviennent. Le principe de la presse à scandale qui était très très forte en France il y a, on va dire, il y a une vingtaine d'années, était très très forte 75 ou 80 ans avant, avec une presse qui était encore plus horrible où t'avais alors t'avais pas les photos, mais t'avais des dessins d'enfants brûlés dans des landaux et c'était marqué Paris 3e, l'incendie terrible avait brûlé tout avec des photos d'enfants qui brûlaient. Tu te disais, ah ouais, Bien sûr. la presse à scandale a toujours été là. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais c'est une très très bonne illustration. Je pense que par exemple, tu vois, on parlait du boulevard du crime et compagnie. Je trouve que le grotesque avec cette tendance fin 19e ou début 20e à faire des pièces avec des faits divers absolument immondes, où les gens, il y avait un truc cathartique sur la barbarie humaine mise en spectacle, est assez fascinant. Et en fait, les médiums ont changé, je pense. Alors, ont amplifié les choses, mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Beaucoup, beaucoup de choses. Ce que je remarque sur l'historique, justement, pour moi, c'est que dorénavant, maintenant, si on va vers de l'historique, on a tendance à vouloir faire et le documentaire et la fiction. Alors, c'est peut-être très américain, mais en tout cas, ça se voit beaucoup. Je vois même avec David, dernièrement, si on avait eu, par exemple, un livre, une adaptation d'un fait réel à adapter, il y a cette volonté de se dire, et si on tenterait pas de faire et le documentaire et la série? Et sur la production française, tu penses à quoi, par exemple, Maxence ? J'ai pas forcément d'exemple sur la production française, mais j'ai l'impression que même les auteurs peuvent se poser la question de se dire, et si on faisait pas les deux, voir lequel prend déjà dans un premier temps, et potentiellement vendre les deux comme un package, quoi. Alors, ce qui est compliqué, ensuite, vous avez toute légitimité à le faire parce que vous êtes d'une rare polyvalence, ce qui n'est pas quand même le cas. J'ai l'impression que c'est presque une seconde ou troisième étape de carrière chez des auteurs de se tourner vers le documentaire, là où je trouve que pour moi, c'est extrêmement, instructif et formateur. Parce que, par exemple, ces dernières années, je reconnais quand même pleinement que parmi les vraies émotions de spectateurs que j'ai pu ressentir, je trouve que les séries documentaires de Netflix sont d'une efficacité narrative incroyable, incroyable, et d'une richesse incroyable. Et je trouve que, récemment, par exemple, le docu sur Bertrand Cantat est exemplaire. Bien sûr. Je parle en termes de récit, je parle pas en termes Oui. de sujet, mais sur la dramatisation, le fait que tu es scotché, le fait qu'il y ait des relances, puisque c'est vrai que le propre de notre milieu, la fiction, c'est qu'il a irrigué tous les genres. Il n'y a plus de projet sans scénarisation aujourd'hui. Il n'y a pas de documentaire sans scénarisation. Il n'y a pas de magazine sans scénarisation. C'est partout. Là, ce qui m'a intéressé ces dernières années, à titre personnel, et je me posais la question depuis très longtemps, mais vraiment, à titre d'hypothèse toujours, c'est-à-dire comment on réfléchit notre médium, et en gros de se dire pour moi que
je classe une bonne série pour moi, dans celle que j'accompagne, comme celle que je regarde, celle qui m'offre en toutes circonstances la double qualité d'être spectateur, certes, mais acteur. Et je me suis toujours demandé, je pense qu'il y a une troisième dimension qui a été jusqu'ici négligée, c'est celle de joueur. Et Squid Game est venu. Bien sûr. Et parce que je trouve que acteur et joueur, derrière tout ça, il y a la dynamique d'engagement dans un programme. Et moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va t'engager dans une histoire, t'embarquer, t'engager émotionnellement, et en gros, te faire venir, te faire rester, te faire revenir, qui sont pour moi les 3 questions extrêmement simples et fondamentales de la question sérielle. Ah oui, complètement. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je pense que Maxence, c'est pareil. On partage le même avis sur même le principe de jeu mortel, qui est un genre qui passe typiquement d'ailleurs asiatique, hein, mais moi, qui est un genre que j'aime beaucoup et je cogite beaucoup à imaginer ce que ça pourrait être dans un contexte français. Mais j'ai pas encore cette petite accroche qui me mettra cette petite boule dans le ventre qui va me dire, ok, là, faut y aller, quoi. Tu parlais de l'IA, François, tout à l'heure, sans en parler dans l'intégration des productions en elles-mêmes. Moi, je vois qu'il y a une révolution qui est arrivée, en tout cas pour nous en tant que scénaristes et créatifs de tout genre. L'arrivée de l'IA nous a permis un truc à Maxence et à moi il y a, on va dire, 4 ans. C'est de mettre enfin des images sur nos textes. Moi, je suis un peu plus âgé que Maxence, donc je m'étais déjà confronté à des présentations de dossiers, et souvent on me disait ouais, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler, donc c'est compliqué, etc. Donc aujourd'hui, l'IA permet sur les dossiers d'avoir des prévisualisations, on va dire, même si elles restent bien sûr perfectibles. Et c'est marrant, c'est on a constaté avec Maxence depuis, je pense 2-3 mois, on a des producteurs qui nous disent ouais, moins d'IA dans le dossier. Toi, vous l'avez perçu comment, cette arrivée de ces dossiers, un peu, je dirais, presque nouvelle génération, next-gen, tu vois, où il y a certainement moins de fautes d'orthographe et des visuels un peu plus attractifs. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que quand je parle de logique d'histoire et de logique de projet, je sais que les projets que je défends, en général, ont une iconographie soignée. Moi, c'est quelque chose qui est très important. Et que je sais que c'est marrant parce que ta question est intéressante au regard, je pense, d'une mutation des perceptions. C'est-à-dire que très souvent, pendant longtemps, je dis longtemps, il y a plus de 10 ans, ou plus de 12 ans, l'iconographie était perçue par certains de mes pairs qui sont plus aux affaires là maintenant, mais comme quelque chose de l'ordre de la publicité, donc un truc un peu mensonger. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, dès lors que ça précise quelque chose, je trouve qu'un projet que tu as entre les mains me paraît... une fois que tu l'as terminé, qu'est-ce qui t'en reste? C'est comme quand on va voir un film, c'est comme quand on regarde une série. Il y a des comment dire, il y a des choses qui te restent avec, t'es nourri, t'es chargé. Donc moi, je dirais que le systématisme peut être pénible, mais si ça sert et ça illustre un projet pour me faire, comment dire, Oui, c'est le visuel au service du texte, en fait. mais tout est au visuel. Pour moi, en fait, c'est comme l'idée, et je vais parler à des gars, je pense qu'on est dans la même culture et la même communauté. C'est comme l'effet spécial en SF ou en horreur. Si ça sert pas le récit, ça sert à rien pour moi. Bien sûr. Tout ce qui est complaisant et pénible. En revanche, si tu veux, moi, ce que j'aime bien, c'est la persistance et la rémanence. C'est-à-dire que, et je suis enchanté, et pourtant c'est pas gagné, de continuer à avoir cette fraîcheur de découverte et de se dire putain, il y a un truc là-dedans. Il y a un truc parce que quelque chose de l'ordre de la séquence, de l'ambiance ou de l'humeur, il y a une rémanence qui vit avec moi. Et si ça vit avec moi, je pense qu'à l'écran, ça va passer le cap de l'écran. Et ça va permettre, encore une fois,
n'oublions pas qu'on s'inscrit et qu'on parle sur ce qui est une série qui est quand même un voyage de 6 heures nous concernant, 8 plus rarement, 4 heures maintenant, et que passer 4 heures ensemble fortes et denses, c'est des images, c'est des sensations, c'est quelque chose qui fait que, je pense que tu vas goûter et prendre des choses. Je suis le seul aujourd'hui à pas avoir vu Des Vivants de Jean-Xavier de Lestrade qui va sortir bientôt. Je pense qu'il y a peu de séries françaises comme ça où, à mon avis, il y a 8 épisodes, mais moi, je pense que je vais le regarder en délinéaire, enfin sur France.tv, parce que j'ai l'impression que la charge émotionnelle va être telle que je vais prendre un épisode à la suite. Ouais. L'équivalent, par exemple, et moi je suis un fan absolu de Severance. Severance est une série que je n'ai jamais pu voir dans la continuité. Je recevais tellement que je pouvais pas. Donc, si tu veux, la question de l'illustration, moi je crois que, encore une fois, si c'est cohérent avec le propos, si ça l'éclaire, si ça lui donne, toute la question c'est la mise en perspective. Et quel bénéfice ça donne. J'insiste sur la perspective. Si c'est du tape à l'œil, si c'est un peu du fake, parce qu'il y a quand même de l'IA pourrave, hein. Franchement, tout naze. Avec les 4 doigts, les yeux qui partent dans tous les sens, c'est vrai que c'est déjà sur un dossier. Avec une espèce de catalogue de VPC de merde. Non. Moi, je crois que c'est encore une fois, quand je le disais, ça fait partie du marketing sincère. Et moi, j'ai toujours accueilli des projets comme ça. Je vous le dis, Zone Blanche, je rappelle, dossier artistique, il y a des gens qui nous ont fait entre 5 et 15 pages. Les 2 reçus, c'était assez drôle parce que Thierry Poirot et Julien Despo, c'était le truc le plus sobre qu'il y avait. Très court, quelques iconos. Thierry Poirot venant de la pub, il y avait des choses extrêmement pertinentes, vraiment intéressantes, et alors que c'est pas un mec de l'écrit, très 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 complet. Donc moi, je crois à ça. J'aime avoir entre les mains un beau dossier. J'aime avoir, quelque chose dont le titre m'impacte. La baseline, je sais qu'elle peut m'aider à vendre. Ouais. Oui, je rentre peu à peu dans un univers et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'on le reprécise à notre audience, mais nous, je prends notre exemple, on le voit souvent parce qu'avec Maxence, on fait aussi beaucoup de pitch deck, de dossiers pour d'autres producteurs sur lesquels on repasse. C'est une de nos petites marottes. On se rend compte qu'un bon dossier aujourd'hui, enfin en tout cas un dossier qui part en chaîne, il fait entre 5, 10, 15 pages grand maximum, et que le choix de l'iconographie est essentiel en fait, et que nous, des fois, on passe plus de temps à aller chercher la bonne image. Alors des fois, on va chercher des images qui sont parlantes dans des séries ou dans des films, des fois on va les générer, des fois on va les chercher sur Internet, on va les retravailler. Maxence étant graphiste aussi de formation, et du coup, enfin d'une de tes formations, Maxence, arrête dur. Mais c'est vrai que c'est hyper essentiel. Donc vous qui nous écoutez, vraiment prenez le temps pour l'iconographie parce que elle est comme tu disais, François, elle est stratégique en fait même. Bah moi je trouve que c'est un acte d'engagement sincère. Ensuite, tu peux dire à tes partenaires, excusez-moi, vous aviez mis ça, les gars. Enfin, qu'est-ce que ça devient en fait? Il y a un moment où ça permet d'aller plus loin. Je crois vraiment à ça. Je crois vraiment à ça, à l'appropriation d'un projet, elle passe par sa projection. Toujours. Enfin, selon moi, encore une fois. Moi, ça fait des années que je ne peux pas me contenter simplement d'une bonne histoire. Je trouve qu'il y a des choses qui vont être interpellantes sur le son, sur la représentation. Il y a des films je parle. J'ai accompagné, moi, très peu d'unitaires, mais tous les unitaires accompagnés, c'était des hybridations de genre. Le dernier en date était vraiment intéressant. Malheureusement, la programmation était pas bonne et la programmation en a convenu. C'était un suspense qui pouvait aller vers une forme d'horrifique, qui s'appelait Le jour de ma mort. Et je vous invite à le voir parce que je pense que ça vous plaira beaucoup, beaucoup.
de Jérôme Cornuau, qui est une adaptation de Jacques Expert, qui est sur, en fait, le teaser, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est en voyage à Marrakech avec 2 amis et qui se fout de la gueule de ses 2 amis qui viennent hyper fébriles et excités de voir une voyante qui leur a prédit évidemment des choses extraordinaires. Elle est totalement dans le doute, voire insultante vis-à-vis de la femme qui lui prend la main et qui lui dit: le 15 août, tu mourras dans la peur et la souffrance. On a un générique qui raconte un peu ces derniers mois et le film commence 15 août. Et c'est le récit de la journée. Et c'est 2 fils de récit où cette jeune femme avait totalement occulté. Et puis il y a des signes. Et puis il y a une perception. Et puis dans le même temps, il y a Nedra Ayadi qui est récupérée par son collègue Frédéric Diffenthal. On voit qu'elle a des habits d'hiver alors qu'on est l'été. Et qui, elle, comment dire, était en maison de repos parce qu'elle a fait un burn-out extrêmement sévère. Et en fait, elle n'a jamais décroché et qui lui dit: on est vendredi, avant minuit, il y a une jeune femme blonde qui va être assassinée. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le récit de cette journée. Donc le récit de cette journée, quoi? Sur la représentation du son, sur la représentation de l'effroi, sur la question du doute, sur la question du hors-champ. Tout ça est fondamental. Et je pense que dans un dossier, on doit avoir accès à ça. Moi, je le crois. Maintenant, on peut, encore une fois, ce ne sera qu'une forme de vérité, d'expérience personnelle. Quelqu'un pourra vous dire tout à fait autre chose, mais plus j'ai de projections, plus je pense qu'on peut obtenir un objet total. Et je le vois là, j'ai 4 séries qui sont en quasi-finition aujourd'hui, d'autres qui ont été livrées. Et je sais que pour chacune d'entre elles, c'est ce que j'appelle les séries de post-production aujourd'hui. On a travaillé jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de post-prod. Oui, parce que moi, en fait, je suis à toutes les étapes. Et donc, évidemment, il y a le montage qui est hyper important. Mais c'est vrai que le travail du mix, de la musique, pour moi, est fondamental, qui sont 3 espaces de narration complémentaires à la scénarisation. Ne l'oublions pas. Je trouve que la dureté du milieu, c'est très dur. Appliqué à la dureté du monde, fait que je crois fondamentalement à la communauté de passion. Je crois à ça. Et pour moi, je suis pas un mec, je suis pas croyant, mais je crois à ça. Je crois que c'est quelque chose qui, l'inscription de chacune et chacun dans ce qu'il y a de formidable dans son métier. Et ce qui est intéressant me concernant, c'est que je connais les contraintes de chacun. Évidemment, un prod dans un groupe doit rendre des comptes. Évidemment, il doit dégager une certaine marge. Évidemment, mais la question, c'est que la réalité, c'est que il y a une obligation de collaboration. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut être cool, et ça peut être joyeux, et ça peut être progressiste, et ça peut être un truc. Moi, je suis, c'est vrai, à toutes les étapes très présent. Je suis pas sur la réalité d'écriture. Je dois pas être à ce stade. Je suis pas sur un plateau, évidemment, mais je dois en ressentir l'écho. Et l'expérience fait qu'à un moment donné, quand il y a des tensions, elles te parviennent aux oreilles sans qu'on te le dise. Tu le vois, tu regardes les rushs, tu vois la tension d'un comédien. Tu as le off, des indications d'une réal. Ah oui, tu dois entendre des choses, mais incroyables. Ou pas. mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce truc de cheminement commun que je trouve, enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien. Et qu'il y a un moment où j'ai la chance, et je le présente comme tel, d'avoir
et c'est encore valable sur les 4 derniers là, séries qui sortent du tout chaud du four, de créer une fierté d'appartenance collective. Et quand je dis fierté, je parle pas du fier d'un post LinkedIn où tout le monde est fier d'un truc d'avoir fait un cake ou d'une tarte au chocolat. Non, je parle d'un truc sur la durée qui fait que tu dis j'en fais partie, quoi. Et à l'arrivée, ce que je trouve assez cool, mais vraiment, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, c'est d'avoir la conscience d'avoir contribué à quelque chose qui est plus grand que ce que tu imagines. Je l'ai eu pour Zone Blanche, je l'ai eu pour Philharmonia, mais là, je l'ai eu pour Dans le Beau Drap, qui malheureusement est un râteau d'audience monumental, mais où il y avait une émulation d'équipe incroyable. Je l'ai pour Il était 2 fois, qui est un thriller psychologique avec Odile Villemont remarquable. Pour La Terre et le Sang, qui est un western corse sur la vendetta, ou Les Aventurières, qui est une comédie d'aventure familiale dont le mix s'est terminé vendredi. Et voilà, j'ai eu chacun, et je dis, mais quelle fierté d'avoir un objet total, divertissant, fun, où tu apprends des trucs. Et ça, c'est au-delà de l'écriture, les vertus du montage, de la musique. Très important, la musique. Ouais, Très, c'était la très question important. qu'on voulait te poser, ouais, effectivement, pour peut-être dans les dernières questions de cet entretien. Enfin, cette première partie, parce que tu Oui. es vraiment le bienvenu pour prolonger, parce qu'on avait encore plein de choses à voir avec toi. Et du coup, Je ouais, suis partant, les gars. bon, bah, ça, c'est Ouais. top. Et du coup, oui, tu me disais que la musique était vraiment quasiment enfin, c'est ton dada, quoi. C'est un truc qui te touche dans et à superviser, pas à superviser, mais en tout cas à accompagner et à en faire un vrai élément narratif dans l'histoire. Je crois que c'est un élément narratif. Ça part de plusieurs, constats. Le premier constat, c'est qu'encore une fois, nous sommes ensemble, tous ensemble, des organisateurs de voyages émotionnels. La musique y contribue. Première réalité, fondamentalement, la musique y contribue d'autant plus que ce soit moi avec mes écouteurs sur mon écran, voir mon téléphone, ou moi avec mon écran connecté à la maison, la qualité numérique du son, la qualité de l'image fait que, je rappelle que notre boulot aussi, au-delà d'être des organisateurs de voyages émotionnels, c'est de rentrer par effraction le plus aimablement possible dans l'intimité des gens. C'est notre taf, hein. Et il y a une responsabilité à ça. Tu dois soigner. Deuxièmement, je suis aussi un serviteur sincère et loyal d'une télé jusqu'à présent linéaire qui se délinéarise. Je dis à mes partenaires, n'oubliez jamais que si ça se trouve à ce moment-là, je suis en train de débarrasser ma table ou que le petit dernier a chopé la varicelle et que ça suffit, arrête de te gratter les croûtes. Donc la dimension sonore est fondamentale. Troisième chose, pour moi, c'est l'effet peau d'âne. Je dis peau d'âne parce que j'ai une fille, je ne sais pas si vous êtes parents, et que c'est très, très intéressant de découvrir, redécouvrir. Bravo! J'ai beaucoup travaillé pour les retraites. Génial. Découvrir, redécouvrir. Et pour moi, c'est l'effet magique de la représentation. L'embellissement et l'émerveillement par le son et l'image donne une amplitude incroyable et surdimensionne l'écran. J'ai eu la chance de travailler et j'ai la chance de travailler avec des compositeurs formidables. Ça a commencé sur Zone Blanche, un duo remarquable qui a œuvré dernièrement pour Sentinelle, qui sont Fred Kochmanian et Thomas Cousinier. Et c'était intéressant, c'était le premier débat. C'est-à-dire que je parle aussi au réal que vous êtes. On a filmé dans un format 2:35, qui est l'équivalent du scope. Ouais. Et en fait, on était tous des geekos, amateurs de films de genre. Et la première dimension et la première, option musicale, c'était de la nappe. Et je disais, les gars, c'est totalement contre-intuitif. On donne de l'horizontalité
l'horizontalité et la perspective, c'est la mélodie. Il faut créer des thèmes. Et on a été westernisant et le truc a dimensionné les choses de manière assez incroyable. Plus récemment, j'ai la chance de travailler avec un compositeur qui est ma rencontre artistique de ces derniers mois, qui s'appelle Paul-Éric Rouvière. Paul-Éric Rouvière, on pourra revenir là-dessus. Je l'ai rencontré parce qu'il a été proposé par le producteur Stéphane Drouet sur la collection À l'instant, qui est une collection qui est très, très importante pour moi, à plusieurs titres, et où la musique, puisque c'est quelqu'un, via son héros, qui nous donne à voir et ressentir autrement, donne une perspective particulière sur les choses. Et de la musique, il y a, comment dire, une portée, un écho, une résonance particulière, voire presque vibratoire, en fait, dans les récits qu'on porte. Paul-Éric, il est sur 2 séries qui sont Il était 2 fois et Les Aventurières. Ça a donné une amplitude aux choses qui est absolument magnifique. Et je pense que là aussi, il y a une question culturelle très prégnante en France. Et je crois que ça vient de la nouvelle vague. C'est-à-dire que on ne commentera jamais, j'ai jamais entendu, la présence quasiment permanente de musique, historiquement, par exemple, sur des séries anglaises, grand pays de musique, Ah, j'adore. nordique ou américaine. Dès que tu es en France, on te dira il y a trop de musique. Or, il y a un principe éprouvé maintenant avec les kilowatts-heures de programmes passés, c'est que une mauvaise musique s'entend trop. Une bonne musique ne s'entend pas. Une excellente musique se retient. Passez au crible vos programmes phares. Passez au crible, vous verrez, ça répond à ces 3 règles. Si c'est mauvais, c'est insupportable. T'as pas envie, t'as envie de tout casser, c'est insupportable. Tu sais que moi, ça m'arrive des fois même sur des films, les 3 premières minutes, elles sont blindées d'une musique qui, tu vois, qui dit ah, c'est pas possible. Ça, je peux pas regarder la suite en fait. Bah, je T'as comprends. complètement raison. Je comprends et je pense que ça, par exemple, je pense que justement dans le cadre du CEA, je disais au comité pédagogique que il faudrait que les jeunes scénaristes aient quand même une formation ou du moins un apprentissage au montage et au travail avec la musique. Alors, il ne s'agit pas de les substituer à comment dire, autre chose, mais il s'agit de, très souvent, par pudeur, par défaut d'affirmation, j'en sais quelque chose, le clavier et l'écran sont des bons refuges. Or, on est des objets, on est une étape transactionnelle, mais qui peut être tellement sublimée par la suite qu'il faut avoir une sensibilité à ça, indiscutablement, fondamentale. Il y a à peu près 1 an maintenant, on a reçu Manuel Aduy qui nous parlait un petit peu de la ligne édito de façon générale chez France TV, ce qu'ils avaient en cours. 2 questions. La première, c'est est-ce que toi, tu remarques que la ligne édito de façon générale, en 1 an, elle évolue beaucoup? Et deuxième question, ça serait, Manuel, lui, nous avait dit que s'il y avait peut-être un édito en particulier qu'il aimerait bien voir arriver, c'était peut-être plus de comédie romantique, mais intelligente. Toi, est-ce qu'il y a un édito, un genre, une thématique que tu aimerais voir arriver, et si ça tenait qu'à toi, que tu voudrais voir à l'antenne? Alors, Maxence, c'est le spécialiste des questions à tiroir et hyper pertinent. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Je dirais que moi, contrairement à Manuel, et je pense qu'il s'est hyper bien exprimé, Manuel, il travaille sur des objets foncièrement différents des nôtres, sur lesquels on bosse. Moi, je constate que le vendredi de comédie de rendez-vous et que j'appellerais de divertissement policier, sur lequel, pour moi, à l'instant notamment, marque une petite inflexion, et les samedis qui sont ce combo entre Des racines et des ailes et des enquêtes policières, ce qui est un combo extrêmement réussi et qui fait ses preuves.
avec un mélange enquête, évasion, rassurance avec des visages et héros de la chaîne. Je pense qu'il y a encore de la place aujourd'hui. Je dirais que il y a ce format de 4x52 qui a été à plusieurs reprises signé. Moi, il se trouve que j'en accompagne le développement de 2. Et il y en a une qui se tourne actuellement, sur lequel je suis très, très enthousiaste, qui s'appelle Sœur, produite par Victoire d'Aboville, écrite par Olivier Pouponneau et réalisée par Julie Rohard. Comment? De Bonne Pioche Télévision, je crois, c'est ça? Bonne Pioche Story, ouais. C'est ça. Avec Lola Devers et Nicolas Gob en rôle titre. C'est que je trouve que ces 4x52 dont sont sortis notamment L'Intruse et Cette nuit-là, répondent à des questions presque fantasmatiques que je trouve hyper intéressantes. Mais avec le format de 4x52, elles imposent une efficacité dramaturgique rare avec un break de soirée, un cliff massif, et elles permettent dans le même temps d'avoir une identité esthétique et formelle tout à fait singulière. Et ça, je trouve ça génial, dans la diversité de l'offre faite au public. Donc ça, je dirais que ça continue. Ensuite, si tu veux, pour répondre à tes questions, il y a les séries qu'on qualifie d'événementielles, comme Surface, on a fait, on était le plus bel emblème. Des Vivants va l'être, les deux sous la houlette de mon ami et collègue Carole Lebert, qui a 2 fois fait un boulot d'accompagnement remarquable. Moi, je dirais que ce qui manque, c'est quand même ce fameux ici et maintenant français du mercredi, qui sont un peu des piliers de récurrence, tu vois, ces héros civils et réparateurs, dans une vraie tradition de service public français, qui devrait être, à mon sens, envisagée justement à la couleur d'aujourd'hui. Et ça manque. Ça manque. Je pense que dans une offre très diverse, parce qu'on dit qu'il n'y a pas des prises de riches. Vous étiez à La Rochelle, les gars, ou pas? Non. Non. Parce qu'il y a eu une conférence de presse. Je veux dire, le vendredi, il y a quand même Fred Testo qui parle aux animaux, et qu'entend les animaux qui parlent. Oui, tout à fait, dans Bête de flic. Ouais, la bande-annonce tabasse, vraiment, là-dessus. Tu vois, c'était une prise de risque de mon collègue et camarade Stéphane Massard, qui a poussé le truc et qui a convaincu, et bravo. Je trouve que dans le line-up, il y a d'autres choses, Désenchanté, qui est assez remarquable. Donc, il y a une diversité, je dirais. Mais c'est vrai que la problématique du héros civil ou de l'héroïne civile de la société, qui est compliqué à faire, pour avoir fait notamment des séries judiciaires et hospitalières dans mon équipe. J'ai fait ça, moi, alors avec des succès et je dirais des succès relatifs. Je pense qu'il y a ça qui manque. Ensuite, moi, ce qui me gêne, parce que j'adore ce genre, et pour avoir lancé et accompagné le Village français pendant 3 saisons, je redis, il y a une excellence française à raconter l'histoire, sauf qu'aujourd'hui, pour des questions, je pense, de production et de coût de production, c'est un genre problématique. Et je le déplore parce que je trouve que, alors maintenant c'est trop tard, on y est déjà, mais j'aurais adoré une belle et grande série sur le contexte politique des années 30, puisque toute ressemblance avec la France d'aujourd'hui ne serait pas fortuite. Vraiment, alors ça, c'est par goût, mais aussi, est-ce que tu vois, est-ce que un plus jeune public qu'on vise et qui quelque part s'est détourné de nous? Oui, c'est s'attaque avec un France 1930, c'est là où c'est compliqué pour les attirer de prime abord, quoi. Bah, ça dépend par quel genre, par quel récit, je sais pas. Est-ce que je réponds à ta question, Maxime? Tout à fait. Partie, en tout Tout cas. à fait. En partie. Mais moi, je dirais que c'est ce mercredi qui me paraît être un peu le défaut de cuirasse d'aujourd'hui.
Donc, il y a la Je- case, je- on va dire, oui, société, En fait, c'est la société. case sur lequel, en général, les unitaires de société passent. Et je trouve qu'en termes de propositions, il y a des trucs il y a des films très forts, mais des films, je dirais, qui sont plutôt durs et donc qui sont pas les plus évidents en diffusion, mais que le côté sociétal éclairé serait intéressant à explorer. Mhm. Et très souvent, tu te rends compte que, et c'est la réflexion sur les genres, c'est compliqué quand tu n'es pas dans le thrill ou dans l'enquête policière d'assurer une tension dramatique suffisante pour que ton public, encore une fois, on va dire qui sera venu par curiosité et que la question de l'interpellation et de la curiosité sera gagnée, mais pour qu'il reste et qu'il revienne, très complexe, très très complexe. Eh ben, parfait. Merci François de nous avoir accordé ces 100 minutes qui étaient passionnantes. Je suis sûr Merci à vous. que celles et ceux qui nous écoutent ont trouvé plein de bons conseils d'observation et de choses à appliquer dans leur travail quotidien, même peut-être dans leur façon de voir le monde et notre joli métier. Vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur avenir possible et le meilleur des accomplissements. Et puis, très sincèrement et avec grand plaisir, merci de cet accueil et puis à votre service public. Merci à Oh, toi. oh là là, joli, joli. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Séquence. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode de Noël. Hein, je crois que je dis pas de bêtises, Maxence, il tombe le 25 décembre prochain. C'est ça, je crois bien. C'est ça. Et ça sera la suite de cette saga que nous avons créée cet été et qui se poursuit maintenant sur toute la saison 2025-2026 de Séquence, puisque nous retrouverons nos petits camarades de jeu, Déborah Adjet-Jarmon et Joris Morio, puisque nous avions, si vous l'avez suivi, créé une série de A à Z ensemble en présentiel. Eh bien, sachez que à Noël, notre série autour du folklore breton verra son apogée donc un jour, puisque nous allons recevoir un druide, oui, un héritier de la tradition druidique qui va répondre donc à toutes les questions que nous avions évoquées qu'on s'était posées au fur et à mesure des différents épisodes. Et ça, c'est dans 15 jours. François, un grand merci d'avoir Merci encore beaucoup. participé à cette Merci émission. les gars, merci beaucoup. Et merci à vous tous, toutes qui nous écoutez, de faire de podcast l'un des podcasts qui est dans les 20% les plus écoutés de France. Donc c'est notre petite fierté. On le garde et on vous envoie plein de bonnes ondes et on vous dit à ciao, bye bye, salut tout le monde. Salut. Ciao.